Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés à la question de l'engagement des acteurs de l'entreprise dans le parcours de transition bas carbone d'un point de vue plutôt interne. Cette fois-ci, nous allons explorer le lien que l'entreprise peut tisser avec son territoire. En effet, nous avons déjà évoqué le sujet dans plusieurs épisodes, une entreprise n'évolue pas seule dans une bulle fermée. Pour arriver à destination, atteindre notre objectif global de réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons travailler de manière collective. Une entreprise, outre ses fournisseurs, prestataires, clients et salariés, est aussi implantée dans un ou plusieurs territoires. Territoires qui sont eux aussi engagés dans un parcours de transition bas carbone. Pour la première partie de cet épisode, j'accueille Julien Lavaux, gérant de Climat Local, qui va nous apporter un éclairage sur la question de la coopération entre entreprises et territoires pour la transition bas carbone. Nous verrons ensemble en quoi cette démarche est vertueuse pour l'entreprise comme pour le territoire, ainsi que des exemples concrets de projets communs. Bonne écoute. Alors bonjour Julien, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter aussi Climat Local avant qu'on se lance dans le sujet? Bonjour, donc je m'appelle Julien Lavaux, je suis associé fondateur de la coopérative Climat Local. Nous sommes une coopérative d'intérêt collectif, une TIC, au service de la transition énergétique et écologique des territoires, avec un focus très spécifique autour de tout ce qu'est la finance carbone et finalement comment la finance carbone peut être au service des entreprises et des territoires. Et alors selon vous, pourquoi c'est important qu'une entreprise s'intéresse aux actions qui sont mises en place par son territoire en faveur de la transition bas carbone ? Je pense qu'on l'a entendu à travers les différents podcasts de la série. Une entreprise peut pas se revendiquer neutre en tant que telle sans avoir une vision un peu plus générale, un peu plus globale, un peu plus territoriale de son approche. Une entreprise neutre sur un territoire émetteur, ça n'a pas de sens. Au même titre qu'un territoire qui se revendiquerait neutre avec des acteurs économiques émetteurs, finalement c'est juste un jeu de balance, mais la balance suffira pas. Il faut que tout le monde aujourd'hui réduise ses gaz à effet de serre et y participe. Aujourd'hui, l'entreprise en tant qu'acteur économique situé sur un territoire, finalement impacte les émissions de gaz à effet de serre d'un territoire qui sont comptabilisées notamment à travers ce qu'on appelle les plans climat, air, énergie territoriaux. Et donc l'action que l'entreprise mène impacte le bilan et donc demande au territoire, à la collectivité, finalement de faire plus d'efforts que l'entreprise ne le fait pas pour finalement arriver à cet équilibre budgétaire carbone, équilibre très compliqué, mais qui est nécessaire pour maintenir notre activité et surtout ne pas aggraver la situation climatique. Tout à fait. Effectivement, c'est l'entreprise, elle est dans un territoire, elle n'est pas dans un vase clos. Alors, selon vous, de quelle manière justement une entreprise elle peut contribuer aux actions de son territoire ? Alors, elle peut y contribuer de plusieurs manières. Déjà, on va dire la manière la plus simple pour l'entreprise, c'est mettre en œuvre ce qu'elle doit mettre en œuvre elle en interne, dans le cadre de son périmètre, de son activité, comme action pour réduire ses émissions. Puisqu'on l'a bien dit, les émissions de gaz à effet de serre impactent les émissions du territoire. On a un lien, c'est un peu des poupées russes, on va dire. C'est une des poupées russes, l'entreprise. Et finalement, sa première mission, c'est déjà de s'engager, de mettre en œuvre ce qu'elle peut faire, elle, directement. Selon son activité économique, si vous êtes un industriel ou une activité de service, vous n'avez pas forcément la même latitude d'action entre réduire mon processus industriel de ma fabrication, pour un industriel par exemple, et réduire, on va dire, vos déplacements liés à du conseil si vous êtes sur une activité de service. Mais dans tous les cas, vous avez des actions à mener. Donc la première action pour une entreprise, c'est être exemplaire. Être exemplaire, c'est finalement faire chez soi avant de demander aux autres de faire. Et ça, c'est peut-être ce qui nous manque un peu aujourd'hui sur cette question climatique. C'est toujours attendre que les autres fassent sans faire soi-même. Finalement, si tout le monde le fait, c'est quand même beaucoup plus intéressant. La deuxième intervention d'une entreprise à l'échelle d'un territoire, elle va être finalement de venir contribuer aux actions que souhaite mener le territoire et qui vont permettre d'engager l'ensemble du territoire dans une transition écologique énergétique souhaitable au niveau planétaire. Et donc, dans son plan d'action, l'entreprise, elle peut peut-être retrouver des similitudes avec le plan d'action ou les actions menées sur le territoire, et parmi lesquelles elle va pouvoir venir y participer, y contribuer, voire utiliser certains services ou certaines opportunités pour réduire elle-même ses émissions et pour venir réduire les émissions des autres sur le territoire, puisqu'on a bien dit, un territoire, prenons l'exemple de territoire moins attractif en termes de population, en termes d'économie, c'est compliqué de s'implanter en tant qu'entreprise. Demain, la règle sera la même par rapport à un impact carbone. Un territoire très carboné, donc très dépendant
de tout ce qui est le fossile, tout ce qui est les importations, finalement sera un territoire très vulnérable. Et la vulnérabilité territoriale ou économique n'est jamais quelque chose de souhaitable pour un acteur économique, puisque ça lui amène une sorte de flexibilité nécessaire par rapport à des variabilités qu'il ne maîtrise pas. Et donc, les entreprises aiment bien être quand même assez prudentes de leur manière de faire. Donc, contribuer aux actions du territoire, c'est une manière pour elles d'anticiper toutes les évolutions et finalement de réussir cet enjeu collectif qui est notre transition à l'échelle globale et pas que notre transition à l'échelle individuelle. Ça me fait penser, ça fait un peu le lien avec l'épisode sur les risques et opportunités aussi que le changement climatique apporte à l'entreprise. En fait, c'est aussi identifier ça. Je trouve que ça fait le lien avec ça. Et alors, à votre avis, qu'est-ce que cette démarche de rapprochement avec le territoire, elle peut apporter à l'entreprise ? Elle peut apporter des solutions. On a parlé juste avant, des solutions sur comment agir et comment réduire ses émissions. Une entreprise, globalement, on va exclure un peu les entreprises industrielles qui sont un peu particulières et qui sont pas le tissu économique le plus présent aujourd'hui sur notre territoire. Hein. Même s'il y a une relocalisation, on est encore loin d'être un tissu industriel. Donc on a beaucoup de services. Et sur les services, finalement, les émissions directes, ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions des autres, c'est-à-dire qu'elles agglomèrent en tant qu'acteur économique, sont largement supérieures à toutes ces émissions propres à l'entreprise. Typiquement, le domicile-travail est plus émetteur que le chauffage des bureaux quand on a une activité de conseil. Et donc, si on prend cet exemple du domicile-travail, l'entreprise, elle seule, ne peut pas gérer à elle seule cette problématique du domicile-travail. Si elle veut que ses salariés viennent en vélo, elle va devoir travailler avec le territoire pour qu'il y ait une connexion cyclable, si ce n'est pas le cas, qu'il y ait peut-être des aménagements, ou en tout cas qu'il y ait des incitations, et que ces incitations viennent des deux côtés, de la part du territoire en tant que collectivité et de la part de l'entreprise en tant qu'employeur. Et cette action-là, par exemple, va permettre de diminuer les domiciles-travail au même titre que l'organisation de transport en commun ou le fait de pouvoir informer le territoire qu'une partie de ses salariés est en capacité de pouvoir prendre ces transports, mais que les horaires de passage ne sont pas forcément adaptés avec l'activité économique ou les besoins économiques de l'entreprise. Et finalement, en corrigeant un petit peu des fois des horaires de passage ou des aménagements qu'on peut mettre en place ou en priorisant les aménagements par rapport aux réels besoins des acteurs économiques, l'entreprise va pouvoir bénéficier des actions que mène le territoire pour réduire ses émissions. Et c'est vraiment cette coopération climatique qui est nécessaire aujourd'hui, parce que sans coopération climatique, on n'y arrivera pas à faire, et sans que l'entreprise ne puisse pas exprimer ses besoins et sans que la collectivité ne puisse pas connaître les besoins des acteurs économiques, on aura du mal finalement à croiser une offre et une demande entre services bas carbone ou solutions bas carbone, et on aura du mal des fois à se rassurer sur est-ce que je mets en place ce service-là ou pas, et est-ce que les acteurs vont l'utiliser ou pas, qui est des fois un peu un frein à la mise en œuvre d'action. Donc pouvoir finalement travailler ensemble et venir bénéficier des actions et répondre, on va dire, au plan d'action et à l'engagement du territoire quand on est une entreprise, c'est indirectement pouvoir bénéficier des actions pour réduire ses propres émissions. On peut prendre le même parallèle sur comment j'aide mes salariés à bien se nourrir, même si ça sort du cadre de l'entreprise. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui mettent en place des paniers avec des AMAP ou des choses comme ça pour ses salariés, où l'entreprise devient un lieu relié. On n'agit pas sur les émissions d'entreprise, mais on agit sur finalement cette question de la globalité de l'action, qui n'est pas que propre à son périmètre, mais qui est bien d'agir sur l'ensemble des périmètres aujourd'hui, de s'entraider, de coopérer. Et c'est vraiment peut-être le message clé de ce podcast entre territoire et entreprise, c'est coopérons plutôt que rester on parle souvent du chien de faïence, celui qui bouge pas et qui regarde et qui reste immobile. On peut plus se permettre d'être immobile et on peut plus se permettre d'attendre que les autres fassent. Il faut faire ensemble, et pour faire ensemble, finalement, il faut discuter et trouver un lieu pour discuter, et un lieu de rencontre, c'est très important aujourd'hui. Oui, faire ensemble. Alors justement, et alors pour faire ensemble, comment fait l'entreprise pour initier la démarche de rapprochement avec son territoire ? Comment elle peut procéder ? Parce que c'est pas forcément évident de savoir comment on s'y prend pour faire ça. C'est vrai, c'est pas évident déjà parce que le temps politique et le temps économique sont des temps qui sont pas forcément toujours en harmonie, on va dire. Les amplitudes, si vous êtes sur des phases de concertation, ça va être plutôt le soir ou le week-end avec les collectivités. En tant qu'entreprise, c'est compliqué de mobiliser vos salariés sur ces créneaux-là. Enfin, il y a plein de choses qui rendent difficile ça. Mais néanmoins, il y a quand même des endroits ou des outils qui vont permettre de pouvoir aujourd'hui faire la coopération. Le premier outil peut-être qu'on peut parler, c'est celui de finalement comment en tant qu'acteur économique, je peux venir aider les autres acteurs économiques de mon territoire à venir réduire ou éviter leurs émissions pour indirectement en bénéficier.
Je peux en bénéficier soit parce que je suis acheteur de la solution que je vais aider, donc j'aide mon fournisseur qui est sur mon territoire, soit parce que finalement, si j'aide les autres à être moins consommateurs d'énergie, je limite un peu ma vulnérabilité au coût de l'énergie, puisque moins de demande, on a moins de pression sur l'offre. Donc là aussi cette question-là finalement de jouer pot commun. Donc un des outils nous qu'on met en place depuis plusieurs années, c'est la question de la finance carbone, des crédits carbone, et finalement comment la pollution qu'on mesure à travers les gaz à effet de serre d'une entreprise peut devenir une opportunité pour faire du développement territorial de la part de la même entreprise. Et finalement comment elle peut consacrer un budget carbone au même titre qu'elle consacre aujourd'hui un budget carbone pour son plan d'action, mais dans beaucoup d'activités, notamment dans les services, une partie des émissions sont liées à l'extérieur de l'entreprise. Donc finalement, il faut bien qu'elle sorte de son entreprise et qu'elle aille aider les autres acteurs. Et si on reprend l'exemple d'un service transport, finalement, ça l'aidait à améliorer la capacité ou le développement d'un service transport sur son territoire pour en bénéficier. Elle diminue son impact domicile-travail et donc potentiellement, elle diminue son impact en termes de gaz à effet de serre qui va dans son sens. C'est une question de solvabilité climatique ou d'efficacité climatique et euro que posent aujourd'hui les entreprises. L'objectif, c'est à tonnes constantes, on augmente le chiffre d'affaires, on n'augmente pas les chiffres d'affaires en même temps qu'on augmente les tonnes de CO2, comme depuis de nombreuses décennies. Donc cette question de comment l'entreprise peut le faire, finalement, elle peut compenser ses émissions, transformer son budget carbone comme étant une opportunité de financement pour des acteurs du territoire et répondre à la question, l'enjeu central de notre adaptation, en tout cas de notre réponse aux enjeux climatiques, qui est fin du mois, fin du monde. C'est-à-dire que l'enjeu de la fin du monde est un enjeu la fin du mois, c'est-à-dire un mois économique, un mois avec un S, et donc celui qui consiste à dire je n'ai pas l'argent pour agir versus d'autres qui ont l'argent mais qui n'agissent pas. Donc comment on fait aujourd'hui cette répartition financière? C'est un enjeu économique, un enjeu climatique, et la COP28 qui s'ouvre prochainement le montre bien. L'enjeu central, c'est les 100 milliards qu'il fallait mettre sur la table en 2020, des pays riches notamment, qui n'est toujours pas sur la table, et qui ne permet pas aux pays en voie de développement de faire leur transition. Donc on est bien sur un enjeu financier. C'est le même titre sur les territoires, c'est le même enjeu. Et nous, ce qu'on essaie de rajouter, c'est finalement passer de la fin du mois, mais cette fois-ci sans S, le mois individu, à nous. Et finalement, fin du mois et début du nous. C'est la réponse à la fin du mois, fin du monde. Et donc, trouver une solution positive et pas être que sur fin, et finalement, de la fin et un début. Et le début du nous, c'est la coopération. Et donc, dans la coopération, il y a cette question de vraiment comment j'aide mon territoire, comment je finance les actions de mon territoire. Donc, à travers la finance carbone, c'est un axe pour contacter le territoire, finalement. Et nous, c'est ce qu'on fait. On met en relation des communes avec des entreprises pour financer des projets, que ce soit sur du foncier public ou foncier privé. Finalement, ça correspond à l'enjeu du territoire. Et puis le deuxième manière aujourd'hui ou outil qui existe à destination des entreprises, c'est finalement l'instance de concertation ouverte à travers les plans climat, air, énergie territoriaux, voire la continuité de cette démarche qui peut être mise en œuvre et la manière comment moi, en tant qu'acteur économique, je ne vais pas voir que la collectivité pour bénéficier de son aide, c'est-à-dire que je ne viens pas juste chercher une subvention pour mettre mes panneaux solaires, mais je viens plutôt et aussi contribuer en finalement affichant mes actions, mon plan d'action, mes budgets que je consacre sur ces questions-là, et venir rassurer le territoire dans le cadre de son plan climat et contribuer au plan climat en disant voilà ma feuille de route, voilà ce que je mets en œuvre, voilà ce que je vais mettre en œuvre demain. Est-ce qu'il y a des sujets que l'on croise entre territoire et entreprise, et sur ces sujets qui se croisent entre nos besoins respectifs, est-ce qu'on peut pas coopérer ou est-ce qu'on peut pas trouver une manière que finalement on y contribue ensemble pour accélérer la mise en place de ce service? On pourrait prendre un très bon exemple que peut être l'autopartage. Les flottes de voitures impactent les entreprises. Beaucoup aujourd'hui ont réduit leurs déplacements pro. Le télétravail ou la distance. Voilà, on n'est pas dans un bureau ensemble faire ce podcast, on le fait en distance et c'est très bien, ça réduit les émissions. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible, mais là pour les entreprises c'est pareil. Donc elles ont réduit beaucoup leur flotte de voitures et finalement avoir un service d'autopartage qui permet en journée à l'entreprise de pouvoir utiliser ses voitures et en soirée ou week-end à la population qui peut être ses salariés indirectement, bien entendu, pouvoir utiliser le même service d'autopartage. On mutualise une action qui va réduire fortement les gaz à effet de serre et qui va permettre à chacun d'être moins vulnérable économiquement, puisque finalement, ne pas posséder de voiture, en payer que l'usage, c'est quand même beaucoup plus rentable, même s'il y a des questions d'investissement et de comptabilité. Voilà, un des enjeux du climat, c'est aussi faire évoluer l'économie, faire évoluer la comptabilité, faire évoluer les questions d'amortissement,
pour donner aussi des souplesses sur l'action climatique. On a souvent des freins sur la mise en place d'actions pour ces questions d'amortissement, de la comptabilité d'entreprise et la question très budgétaire des entreprises. Mais en tout cas, voilà, 2 outils aujourd'hui nous, on essaie de mettre en place et que tout le monde, les bureaux d'études à travers les actions, finalement, c'est comment l'entreprise peut venir contribuer au territoire d'une manière financière, à travers la traduction de ces gaz à effet de serre en budget, et comment elle peut contribuer au territoire à travers son plan d'action qu'elle vient nourrir et croiser avec le plan d'action du territoire. Finalement, bilan carbone, plan climat, même combat, puisqu'un plan climat n'est une accumulation des gaz à effet de serre et des plans d'action des entreprises, des administrations et des habitants. Pour les habitants, c'est encore compliqué, on fait pas de bilan carbone perso, donc on fait encore de l'estimation. Voilà. Mais sur deux acteurs des 3, on va dire deux pôles des 3, on peut aujourd'hui mesurer et partager ça. Alors, vous avez déjà donné l'exemple de la flotte de voitures en autopartage, et je voulais savoir si vous avez d'autres exemples peut-être concrets de à quoi ça peut ressembler en fait une coopération entreprise-territoire. Qu'est-ce que ça peut donner comme projet abouti au final? Ça peut donner, c'est plein de solutions. Finalement, c'est vraiment la question de mon plan d'action en tant qu'entreprise, comment je le traduis avec le plan d'action du territoire. On a des exemples très concrets, nous, d'entreprises qui, depuis longtemps, voulaient aider à remettre de la biodiversité sur leur territoire, travailler sur le paysage, travailler sur le cadre de vie. Finalement, le cadre de vie du territoire impacte fortement l'entreprise. Le territoire, entre guillemets, moche, même si on peut pas dire qu'un territoire moche existe vraiment, mais en tout cas, un territoire peu attractif pour ces questions paysagères, de services, mais un territoire peu attractif pour les salariés. Et donc, c'est compliqué pour un acteur économique d'embaucher. Il faut quitter bien sûr la région parisienne qui concerne un habitant sur 6 ou quitter les grandes métropoles. Mais quand vous êtes en dehors de ces territoires-là, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir trouver des gens qualifiés ou des gens embauchés qui veulent venir s'installer sur ces territoires-là. Donc finalement, si j'améliore le cadre de vie de ces territoires, j'y participe. Et si en même temps, je peux améliorer le cadre de vie du territoire ou le paysage et venir par exemple aider un maraîcher qui fait de la vente en AMAP à venir financer son projet agroforestier dans le cadre de ma compensation carbone en tant qu'entreprise et pouvoir derrière connaître cet acteur économique que je connaissais pas, le maraîcher, qui est des fois à juste 3 rues de mon entreprise, savoir comment il travaille, ce qu'il fait, comment il évolue aussi dans son activité et finalement lui poser la question toute simple, mais est-ce que vous pouvez livrer des paniers dans mon entreprise parce que moi j'ai 20 salariés. Et on en a parlé avant de venir sur le chantier, parce que les salariés étaient présents, par exemple. Et on s'est dit, ça serait une bonne solution dans notre plan d'action de pouvoir bénéficier d'une AMAP et donc de venir réduire les émissions des salariés, puisque finalement, au lieu d'aller à la grande surface et acheter des produits qui viennent de toute la planète des fois, ils vont consommer du local. Un projet local qui a été soutenu aussi à travers ces projets agroforestiers, qui sont des projets très résilients par rapport au changement climatique. Donc on rentre dans une approche très globale, climat-énergie, énergie, adaptation, atténuation. Et en plus, finalement, je vais connaître un acteur économique sur le territoire qui va avoir une vision un peu différente aussi de mon activité. On a aujourd'hui les 3 pôles, on va dire, qui s'opposent et qui se regardent chacun. Les entreprises disent c'est aux collectivités de bouger, les collectivités disent c'est aux habitants, les habitants disent de toute façon c'est l'entreprise qui pollue. Finalement, on est tous en lien. Si l'entreprise n'existe pas, s'il n'y a pas de consommateurs, et les consommateurs restent les habitants des territoires. Donc finalement, voilà, on dit pas que la responsabilité est co-consommateur, mais on est tous ensemble. Et donc c'est vraiment important de dire, il faut agir tous ensemble. Et quand on se rencontre, c'est-à-dire qu'à le maraîcher qui va au marché, vend aussi tous les vendredis amène ses 20 paniers à MAP à l'entreprise, puis le samedi il est au marché, il va parler positivement de cet acteur économique en disant, vous savez, ils nous ont aidés, ils sont chouettes, puis ils passent me voir, tatati. Les salariés vont parler aussi en disant, vous savez, on peut manger des très bons fruits et légumes, et sans l'entreprise, vous pouvez les acheter au marché le samedi, donc allez-y, allez voir sur ce stand, c'est des très bons produits et c'est super. Et finalement, tout le monde va casser un peu cette barrière de ne pas se connaître, d'avoir peur de l'autre, et plutôt de se rassurer et dire on est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes difficultés pour agir sur cet enjeu énergie-climat. On est tous schizophrènes, c'est-à-dire qu'on fait tous des choses très bien pour le climat, mais on fait aussi des choses qui ne sont pas du tout bien pour le climat. Mais des fois, il faut passer par du mal pour faire du bien. Donc c'est très compliqué, et il faut arrêter de juger en permanence en disant lui il est moins bien ou meilleur que moi, donc ta. Nous aujourd'hui on part de green humble, rester humble, un peu d'humilité face à toutes ces questions vertes, et finalement faire ensemble, s'aider et puis casser cette barrière. Et se dire que finalement, voilà, comme je dis, on est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes difficultés, et donc essayons de casser ces barrières ou répondre à ces difficultés en s'entraidant.
Et l'entreprise qui va venir aider à financer une partie du projet agroforestier, aide l'acteur économique qui n'avait peut-être pas forcément la capacité financière, le temps ou la disponibilité pour mettre en œuvre ce projet, et là d'avoir un petit coup accélérateur. C'est un acteur à côté de chez moi qui vient m'aider avec les salariés qui vont être présents, mais là c'est catapulteur. Et donc une autre solution, c'est vraiment aujourd'hui ce que fait La Rochelle, ce que fait le Grand Paris, ce qu'on fait nous à l'échelle d'autres territoires avec une question de plus de mutualisation. On fait ça sur Toulouse Métropole, sur le Grand Bijois, sur le Havre. C'est la question finalement de comment aujourd'hui la collectivité peut venir organiser, venir mettre un peu un tampon ou une orientation, en tout cas une validation des projets de coopération climatique que sont les projets carbone. Et donc la création des fonds carbone que l'on voit aujourd'hui à l'échelle du territoire est une réponse pour moi positive à la création de tout le marché carbone qui jusqu'à présent était très tourné vers des acteurs privés qui ne voyaient surtout leur opportunité individuelle. Je suis un développeur carbone, ce qui m'intéresse c'est marger et vendre des tonnes de CO2. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément faire des projets de qualité avec du sur-mesure, avec des micro-projets à l'échelle des territoires parce que c'est coûteux. La question n'est pas de la rentabilité, la question est aujourd'hui d'agir sur le climat. Et donc d'avoir les collectivités qui viennent mettre en œuvre aujourd'hui ces marchés carbone, pour moi c'est vraiment quelque chose de positif parce que, on l'a dit sur la question précédente, l'enjeu climatique c'est un enjeu économique. Et pour permettre de répondre à cet enjeu économique, il va falloir à un moment donné créer des outils autres que des outils bancaires où on va juste mettre de l'argent sur un compte et on va avoir un 0,5% qui va aller sur un projet d'énergie renouvelable. Non, vraiment être acteur, pouvoir investir sans rentabilité, sans gain, mais avoir juste un gain qui est un gain global, qui est le gain climatique et énergétique, le gain de biodiversité, le gain du sol, le gain du paysage, le gain de l'attractivité, qui ne se mesure pas en retour direct. Pour l'entreprise, on va pas être sur du ROI, sur auto-investissement, des choses classiques, mais on va être sur cette question du co-développement. Et je pense, et en tout cas nous on le perçoit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont envie de faire du co-développement, de la coopération climatique et territoriale, parce qu'elles savent que si elles n'aident pas le territoire, demain elles sont pas sûres de pouvoir perdurer leur activité sur ce territoire-là. Et des fois ce territoire-là, c'est leur zone de clientèle, donc c'est leur zone aussi d'activité économique. Et donc elles ont besoin aujourd'hui de faire évoluer ces territoires, de les accompagner. Et donc la création des fonds carbone, c'est une manière de pouvoir rassurer les entreprises, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur de compenser les émissions. Beaucoup parlent très mal de tout ce qui est compensation carbone avec des choses très approximatives. Compenser, c'est planter des arbres. Savoir qu'à l'échelle de la planète, il y a moins d'un crédit carbone sur 2 qui sont générés, qui sont issus des projets forestiers. Les autres, c'est des projets industriels, énergie renouvelable, efficacité énergétique, des choses très liées avec les populations. La forêt, c'est même pas un crédit carbone sur 2. Voilà. Et pour donner un deuxième petit chiffre sur la finance carbone qui permettra d'alimenter un peu les auditeurs, on a l'impression que compensation carbone, c'est pays du Sud. Si vous regardez qui sont les États et les continents qui ont bénéficié le plus de la finance carbone ces 10 ou 15 dernières années, c'est l'Amérique du Nord. C'est les États-Unis et le Canada qui en ont bénéficié le plus, parce que c'est eux qui ont des marchés aujourd'hui très actifs et qui ont compris que sans l'enjeu financier, on n'arrivera pas à faire de transition écologique, parce que c'est pas juste faire une plaquette pour dire rénove ton logement, c'est vraiment aujourd'hui aider financièrement, parce que s'il le fait pas, c'est qu'il peut pas le payer, parce qu'il a tout intérêt à le faire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en capacité de le faire. Donc il y a vraiment un enjeu économique. Et la création de fonds carbone sur les territoires, c'est une manière aujourd'hui de venir donner un peu plus de légitimité aux entreprises à venir faire ce co-développement au nom du CO2, sans contrepartie, et en coupant court à la question du mécénat. Parce que si on fait toutes nos démarches de transition énergie-climat sur du mécénat, finalement, on va faire que réduire le budget des collectivités, puisque le mécénat est un crédit d'impôt. Ça fait moins d'imposition, et donc moins de redistribution, et moins de possibilités d'action publique. D'accord, oui, beaucoup de pistes là, c'est très riche donc pour nos auditeurs, je pense qu'ils ont pas mal de pistes, c'est pas mal. Alors ça, vous l'avez déjà un peu évoqué là précédemment, mais je voulais finir par une question un peu plus ouverte qui est sur l'évolution. Est-ce que vous constatez en fait une évolution ces dernières années sur les projets de coopération entreprise-territoire? Est-ce que c'est une démarche qui est comprise et qui est réalisée de plus en plus par les entreprises et les territoires d'ailleurs, les deux? Est-ce qu'on va vers du mieux pour ça? Oui, moi j'en suis persuadé. Après, je suis un optimiste convaincu et j'essaie de le rester parce que c'est important sur ces enjeux-là. Et puis par rapport à notre activité, on peut pas vendre la mort en apportant des solutions. C'est pas le meilleur moyen d'agir. Donc je reste optimiste et je vois beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses qui changent parce que je pense que
le Covid, par exemple, la crise sanitaire, la guerre qui a entraîné une crise énergétique, plus une crise financière liée au coût de l'énergie qu'une crise énergétique. Mais en tout cas, ces deux éléments-là ont fait évoluer beaucoup les mentalités des acteurs économiques et aussi des collectivités. Chacun, je lui disais, restait en chien de faïence jusqu'à présent, en disant je le fais moi, de toute façon, je suis le meilleur, je suis le plus beau, la question de chien de faïence, là, sa belle position, classe et tout. Et finalement, il se rend compte que chacun est limité. L'entreprise est limitée à son action parce que 60% de ses gaz à effet de serre, c'est des émissions indirectes, donc elle a aucune maîtrise dessus à part faire des achats responsables. On n'a pas toujours les solutions, on va falloir faire évoluer. Et puis il y a toujours le coût administratif carbone. C'est les 2 tonnes dans notre bilan carbone quand vous le faites individuellement. On a ce coût aussi des services publics dans le bilan carbone des entreprises. C'est compliqué à réduire. Hein. Donc voilà, on l'oublie souvent, mais à un moment donné, si on contribue pas aussi à réduire ce qui est nos biens publics, ce qu'on partage aujourd'hui, on aura du mal à arriver à ces 2 tonnes individuellement, puisqu'on a déjà 2 tonnes d'émissions qui sont liées à nos services aujourd'hui, administratifs. Je parle pas des services privés, hein, vraiment des services publics et administratifs. Donc il va falloir y contribuer. Donc l'entreprise, aujourd'hui, elle a compris ça, elle a compris qu'elle devait aller plus loin que juste son action économique, c'est-à-dire je suis pas là pour juste créer un travail, rendre heureux mes salariés au travail et verser un salaire, mais je suis là aussi pour faire du développement territorial, pour rendre attractif mon entreprise et la faire rayonner plus large que juste ma barrière et mon parking et mon espace vert autour de mes bureaux, mais bien à l'échelle territoriale. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'actions qui se multiplient de la part des entreprises. On voit beaucoup de choses sur des team building type ramassage de déchets, chantier vert, chantier d'entretien, des choses où les entreprises sont très demandeurs du participatif, par exemple. Et nous, quand on peut et quand les propriétaires le souhaitent aussi, sur les projets compassion carbone, par exemple, on a les 2/3 des entreprises qui sont présentes et qui vont venir avec les salariés planter, parce que aller planter une haie, rencontrer un acteur économique et discuter, ça vaut tous les PowerPoint que vous pouvez faire. Vous pouvez faire 10 heures de PowerPoint. Voilà. Vous pouvez faire 10 pauses repas d'1 heure, vous le massacrez de PowerPoint sur la fin, la disparition de la biodiversité, de tout ça. C'est très anxiogène. C'est très bien. Le constat est important. Finalement, on peut faire aussi le constat quand on met les mains dans la terre, mais on a en même temps une solution, et puis on voit un petit peu d'optimisme, qu'on voit des acteurs qui bougent, et finalement on se dit, moi aussi je bouge, et il faut que je continue à bouger parce que ça va dans le bon sens. Et donc ça rassure un petit peu tout le monde. Et ça, les entreprises, on voit qu'elles bougent beaucoup ces questions-là et ont envie d'aider. Et puis la question économique que j'ai abordée tout à l'heure, on a un gros déficit sur des territoires ruraux, semi-ruraux, en tout cas en dehors des métropoles, on a un gros déficit d'attractivité de ces territoires-là. Les collectivités aujourd'hui ont des difficultés financières à répondre à ces enjeux-là. Avoir une cité dortoir et ne pas avoir d'activité économique, c'est compliqué pour payer tous les services qu'ont besoin la cité dortoir. Il faut aussi des entreprises qui contribuent au transport en commun. C'est eux les censés être des contributeurs sur les territoires urbains. On l'oublie, les versements transport et l'alimentation des transports urbains, c'est les entreprises. Les entreprises peuvent aider les clubs de foot, les clubs associatifs, à travers le sponsoring qu'elles font par exemple. Mais s'il n'y a pas d'entreprise sur le territoire, c'est compliqué pour les acteurs associatifs de venir amener des services et des complémentarités aux habitants. Et donc aujourd'hui, elles comprennent et elles se disent, si je suis sur mon territoire, enfin, je contribue à tout ça. Donc on l'a fait pendant très longtemps sur du sport. Et aujourd'hui, sur les questions énergie-climat, elles font, parce que c'est une attente forte des salariés, même si les dernières études ont montré qu'on a encore du climato-sceptisme ou autre. Moi, je rappellerai que dans le changement de comportement, tout ce que nous enseigne la sociologie, c'est que c'est jamais pour la raison essentielle du problème que l'on change, c'est toujours pour une raison qui n'a rien à voir avec le problème que l'on change. Et le meilleur exemple, c'est le télétravail, l'exemple qu'on parlait tout à l'heure, du télétravail très réducteur, et la crise sanitaire. Pendant 15 ans ou 20 ans, dans les plans de déplacement d'entreprise, sur les territoires, dans les plans de déplacement des territoires, on parlait de télétravail, on parlait de réorganisation des déplacements. Ce n'est pas les gaz à effet de serre, c'est pas la qualité de l'air, c'est pas le coût du carburant, c'est pas la congestion urbaine, c'est pas les difficultés de parking. Il y en avait en plus des soucis d'aller à tous les jours à son lieu de travail. Ce n'est pas ça qui a fait bouger la règle, que ce soit pour les salariés ou pour les entreprises. C'est une crise sanitaire. Et donc c'est un événement complètement extérieur de toutes les causes ou tous les problèmes qui étaient engendrés par le problème qu'on voulait solutionner. Et donc dans le changement de comportement, en sociologie, on nous apprend toujours que c'est un élément extérieur qui va venir faire enclencher le changement de comportement sur le sujet. Et donc ce qu'il faut finalement, ce n'est pas toujours, en tout cas nous, ce qu'on essaye, ce n'est pas de forcer à faire comprendre le sujet,
Et c'est de plutôt être en capacité à avoir les solutions le jour où ces acteurs voudront bouger. Et finalement, ce n'est pas aller faire de la vente commerciale forcée auprès des acteurs économiques en disant il faut à tout prix que vous engagez, parce que ces acteurs-là que vous forcez à vous engager sur l'énergie-climat, ils vont s'engager, ils vont payer leur petite prestation en carbone, ils vont avoir leurs beaux documents sur le bureau et ils vont le classer sans suite. Parce qu'ils ne sont pas convaincus, ils n'ont pas senti la nécessité de le faire. S'ils sentent la nécessité de le faire, et souvent ces questions énergie-climat, hélas, mais tant mieux, parce que je lui dis, le problème, c'est pas le sujet central, le problème central, mais c'est bien un autre problème. C'est souvent aujourd'hui une pression des fournisseurs, des clients de l'écosystème économique, voire des banques aujourd'hui, des investisseurs, même si on n'a pas l'impression et vu de loin, on a l'impression encore qu'on est dans du business usual. On a quand même aujourd'hui un changement sur la notation des entreprises, sur l'engagement, sur le scope 3 des entreprises cotées. Rappelons que l'État n'oblige pas les entreprises de plus de 500 salariés à calculer le périmètre des scope 3, les émissions indirectes, et pourtant, dans les outils financiers aujourd'hui, il est demandé, il est intégré dans la plupart des notations. Donc il y a bien une évolution des acteurs économiques et des enjeux, cette question de la redistribution, du partenariat et de faire ensemble. Et donc les entreprises y vont toutes et ont besoin aujourd'hui d'avoir des solutions, parce que quand vous avez votre plan d'action et que vous dites moi je veux virer ma flotte de voitures, je veux que mes salariés viennent tous en vélo, je veux pouvoir acheter de l'énergie renouvelable et je veux pouvoir faire des after-work avec du vin et des produits localement, et que sur le territoire toutes ces solutions n'existent pas, est-ce que c'est la faute de l'entreprise de ne pas les mettre en œuvre, ou est-ce que c'est une faute collective aujourd'hui de ne pas avoir ces solutions-là? Et donc le faire ensemble sera nécessaire, et l'envie d'entreprise d'y aller est là. Les solutions sont là, mais il faut augmenter l'offre de solutions, la lisibilité aussi des solutions, et c'est pour ça que finalement, pouvoir faire rencontrer tout le monde sur un territoire, c'est aussi partager ces solutions-là qui existent, qu'on n'a pas toujours connaissance, et pouvoir faire en sorte que chacun les applique, ou en tout cas qu'on travaille ensemble. Et dernier élément, ça permet de laisser les capitaux aussi sur les territoires, parce que quand vous achetez du vin à côté de chez vous, vous laissez les capitaux sur votre territoire, cet acteur économique contribue à votre territoire et finalement donne les moyens à votre territoire d'aller plus loin dans sa transition écologique, versus si vous achetez des produits à l'extérieur de votre territoire, vous ne faites que sortir la richesse que vous générez sur votre territoire en tant qu'entreprise, et donc vous limitez finalement les possibilités d'action, puisqu'il y a moins d'argent sur le territoire, donc il y a moins de possibilités d'agir, fin du mois, fin du monde, donc enjeu climatique. Je pense qu'on va rester sur ce mot de la fin. C'est parfait, Julien. Merci beaucoup pour cet échange et cet éclairage qui était très riche et qui apporte aussi de l'optimisme. Donc, c'est chouette. Merci, Julien. Merci, Suzy, et merci pour votre écoute. Merci à Julien Lavaux d'avoir exploré avec moi les liens entre entreprises et collectivités dans le cadre de la transition écologique de nos sociétés. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de l'épisode pour échanger avec Monsieur Gérard Poujade. Nous allons voir de plus près à quoi peuvent ressembler ces collaborations avec l'exemple du Grand Albigeois. À bientôt!